Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui, c'est le 5e cours du séminaire Design with Care que nous avons monté avec Cynthia Fleury. On a beaucoup parlé dans les 3 premiers d'historiographie. On s'est arrêté la dernière fois assez longuement sur Charles Perriand. Et on va commencer là une série de cours un peu plus thématiques. Et donc le premier cours aujourd'hui est sur les imaginaires du Design with Care. Donc je vais laisser la parole à notre invité. Ensuite on fera une petite série d'échanges par rapport à ce que ça questionne sur la démarche qu'on essaye d'écrire avec Cynthia. Et puis bien sûr des questions de votre part avec plaisir. N'hésitez pas à les noter au fur et à mesure. Donc on est très content de recevoir Nicolas Nova. Il se trouve qu'on s'était rencontrés lorsqu'on avait fait l'exposition sur les inventeurs et les designers ici même, puisqu'on avait exposé une partie de ses travaux. Donc Nicolas qui est sociologue, qui enseigne à Genève, il va vous développer un petit peu ça, et qui est fondateur d'une agence d'innovation et de prospective. Voilà, donc je vais lui laisser la parole, et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci Antoine de cette invitation et puis de cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Donc j'ai prévu une présentation entre 40 et 60 minutes, suivant l'improvisation et puis les exemples que je prendrai, je ferai plus ou moins long. On aura un moment d'échange tous les deux avec Antoine pour préciser certains points, et ensuite on pourra discuter ensemble. Donc le point de départ en fait de ce que je vais présenter, c'est de revenir sur cette espèce de croisement qui m'intéresse depuis longtemps sur les relations entre le design ou les formes de design et puis la manière dont il mobilise, met en scène différents imaginaires, et qui est une question moi qui m'intéresse particulièrement par rapport à ce terme de Design with Care qui fait l'objet de ces cours, par rapport à une forme de crise ou en tout cas de problématique à se projeter dans l'avenir pour différentes raisons sur lesquelles je vais revenir dans un premier temps, et qui permettra ensuite de discuter la place du design là-dedans, autour de notions. Vous êtes peut-être familier des termes comme design spéculatif ou design fiction, et pour conclure sur quels sont les enjeux en fait, quelles sont les questions qui se posent là derrière. Et puis si on a un peu de temps, je parlerai de quelques-uns de mes projets actuels autour de ces sujets-là. Alors la manière de dérouler en fait ce point de départ de cette réflexion, c'est de parler du contexte, en fait, l'arrière-plan dans lequel ces questions elles se déploient, et elles interrogent en fait notre capacité en fait à se situer aujourd'hui et à se projeter demain, avec ce constat ce terme de présentisme, constat présentiste que je vais clarifier dans un instant. Mais pour l'illustrer de manière un peu plus tangible, je prends ce graphe qui avec mes collègues de Near Future Laboratory, qui est notre agence. On utilise souvent ce graphe pour représenter la manière dont les gens avec qui on travaille, qui sont souvent des clients des organisations privées, mais aussi des organisations publiques, se représentent la trajectoire vers demain et le futur, qui est une espèce de caricature d'un monde qui va toujours vers le plus, le plus grand, le mieux, le plus performant, le plus rapide. Les gens avec qui on travaille, ils sont particulièrement dans le monde des technologies et dans le monde du numérique, c'est les objets sur lesquels on travaille. Et dès qu'on est dans des discussions sur la question de l'avenir, il y a une espèce le mot avenir est synonyme en gros de technologie, de plus de technologie, de miniaturisation, d'efficacité, de performance, avec des courbes qui nous sont sans cesse présentées de ce type-là. J'ai rien mis sur l'axe des ordonnées, mais
c'est toujours un peu la même chose, hein, des formes de croissance avec, entre guillemets, le futur qui va vers le plus et le mieux. Et tout ça est en fait une histoire évidemment ancienne, hein, d'une espèce de trajectoire positiviste, hein, dans lequel on imagine un progrès continu, et ce que un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch appelait le mirage du futur antérieur, c'est-à-dire si ça s'est passé de telle manière auparavant, ça va être un peu la même chose plus tard, donc on va continuer à croître, à s'améliorer, et donc vers une espèce de progrès permanent. Or, si on regarde les 50, 60 dernières années, cette vision et cet imaginaire du progrès et du toujours plus, on a plusieurs raisons de penser que c'est pas forcément aussi linéaire et aussi satisfaisant que ce qu'on pouvait mettre en scène sur le graphe précédemment. Hein. J'ai juste pris un exemple parmi plein d'autres, hein, de cette crise du progrès, hein, qu'on a vu de manière répétée au XXe siècle, hein, en l'occurrence la bombe atomique, mais j'aurais pu prendre plein d'autres exemples. Hein, et pas plus tard que le journal du Monde d'aujourd'hui, hein, qui parle des problèmes liés à la biodiversité et à une catastrophe en cours d'advenance. Donc il y a à travers cette image, ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'on a d'un côté une espèce d'imaginaire du futur qui va toujours un peu dans la même direction, et puis de plus en plus le constat que ces imaginaires sont certainement un peu trop étroits par rapport à cette vision d'un progrès infini qu'on n'a pas forcément les capacités, les moyens et intérêt à poursuivre. Alors ce constat, et dans cette première partie je suis évidemment un peu théorique, après je parlerai de design, mais ce constat il fait écho à différents points de vue, hein, dans les sciences humaines et sociales depuis déjà pas mal de temps. Si vous prenez des textes d'un anthropologue comme Marc Augé, hein, qui écrit depuis très longtemps des textes ethnographiques ou d'anthropologie des mondes contemporains, s'intéresse en fait à ces problèmes-là et les traduit particulièrement dans un livre que je trouve passionnant, hein, qui s'appelle Où est passé l'avenir, hein, qui a été réédité depuis, puisque cette couverture date un peu. Et il y a cette citation dans l'ouvrage qui résume un peu le point que je souhaitais faire et qui finalement correspond au sentiment, hein, décrit par le titre de l'ouvrage, c'est-à-dire un sentiment qu'on avait, hein, pendant très longtemps une certaine image du futur, de l'avenir qui pourrait advenir, mais qui, pour différentes raisons, et notamment des enjeux de catastrophes techniques et humaines, commence à nous interroger. Donc la citation, je vais pas forcément vous la lire en entier, elle fait référence au fait que les conséquences il y a une belle faute d'orthographe d'ailleurs, de la science et de ses applications ont causé toutes sortes de problèmes, hein, et de problèmes éthiques, hein, qui font bien l'objet de ce cours et de ces interventions précédentes, et que toutes sortes d'imaginaires, hein, du futur qui existait dans le passé font maintenant partie du présent, mais qu'en même temps, on a beaucoup de mal à s'imaginer quelle va être l'étape d'après quand on les a obtenus. Hein, la conquête de l'espace, l'exploration du vivant, ça fait partie de l'état des lieux, mais du coup on se dit mais quelle est l'étape suivante, d'autant plus que ces états passés nous ont amené à certains problèmes de société. Et ce constat, hein, que fait un anthropologue comme Marc Augé, on peut le croiser avec une autre personnalité intéressante, hein, qui est un historien, François Hartog, hein, qui dans un ouvrage il y a quelques années, Régime d'historicité, proposait une notion que je trouve assez intéressante comme point de départ de notre discussion de ce soir, qui est cette notion de présentisme. Hein, dans l'ouvrage, hein, qui s'appelle Régime d'historicité, François Hartog distingue en fait le fait qu'au cours du temps, on a eu plusieurs manières de conceptualiser notre rapport au temps, et qu'aujourd'hui, ce qu'il appelle le présentisme, il y a une difficulté en fait à se projeter à l'avenir, et une survalorisation du passé, d'état passé, de ce qu'on a pu réaliser. Alors c'est évidemment
très marqué dans sa description de l'Occident et puis de l'Europe, mais c'est des choses qui le relient plus largement à l'état de la société aujourd'hui. Et la citation fait aussi état d'un problème lié à ce présentisme, c'est de voir le futur, l'avenir, comme quelque chose de progressivement qui s'est refermé et pour lequel on a plus de mal à se projeter demain. Pour le dire autrement et dans une vision un peu plus proche des cultures populaires, c'est typiquement tous ces ouvrages qui sortent récemment sur où sont passées les technologies qu'on nous a promis tout au long du XXe siècle et qui ne sont pas advenues, de la voiture volante à des propulseurs qui nous permettent de nous déplacer dans les airs, et qui existent du point de vue technique, mais qui ne se sont pas diffusés aussi largement qu'on pouvait le voir dans les cultures de type science-fiction, films de science-fiction, BD, etc., etc. Ça, on pourrait dire la transposition dans les cultures populaires du constat que fait quelqu'un comme François Hartog. Donc ce maître mot qu'il utilise de présentisme, c'est ce sentiment d'être enfermé dans un espèce de présent permanent qui, quand je ne sais pas si toi c'est un de tes sentiments, Antoine, quand tu travailles avec des clients, mais moi c'est quelque chose qui revient assez régulièrement avec des interlocuteurs qui ont beaucoup de mal à se projeter à plus de 3, 4, 5, 6 mois, voire un an, et à rester en même temps piégés dans des imaginaires d'un progrès technique tel que je le montrais au début. Ce qui interroge par rapport à leurs envies, leurs intérêts, leurs modalités d'action. Alors, ce présentisme, ce sentiment d'être enfermé dans le présent, il est depuis quelques années, il vient se confronter à un rappel du futur, ou en tout cas d'un rappel du fait qu'on doit se poser la question du futur, et qui vient à travers tous ces avertissements que l'on a depuis un certain temps autour de catastrophes, en particulier liées aux conditions climatiques, à la biodiversité. Là, j'ai pris un exemple de IPCC, en français, je crois que c'est le GIEC, ce groupe de recherche qui travaille sur le réchauffement climatique, et toutes les courbes qu'ils proposent, qui ont ces formes assez dramatiques, qui montrent une forme en gros un rappel que le futur va s'imposer à nous et qu'il va falloir trouver, en tout cas qu'il faut se poser la question des modes de vie, des modes d'action et des modes d'être ensemble sur une planète qui est de plus en plus abîmée. Donc pour le dire autrement, dans cette espèce de cul-de-sac présentiste qui est présent aujourd'hui, il y a une question qui se pose assez rapidement, alors, pour les citoyens que l'on est tous, pour les organisations, pour les designers en particulier, mais au même titre que d'autres professions, c'est de savoir comment est-ce qu'on sort en fait de cet enfermement et comment on retrouve une forme de liberté d'action ou d'imaginer comment se projeter demain. Alors je ne vais pas commenter la citation au-dessus de Giddens, mais c'est aussi il y a pléthore d'écrits, d'articles, de recherches en sciences humaines et sociales, chez les ingénieurs également, dans le monde du management. Tout le monde fait un peu le même constat, que je traduis ici par, en gros, comment on sort de cette espèce de cul-de-sac présentiste. Alors, j'ai absolument pas la réponse dans ma poche, mais par contre, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir comment différents acteurs, différents types de profils aujourd'hui se posent ces questions et essayent d'apporter leur pierre à l'édifice. Alors un exemple qui date un petit peu de 2011, comme vous le voyez dans cet article de Wired, un texte qui avait retenu mon attention à l'époque et que je trouve assez stimulant à différents égards, et en même temps il faut avoir un point de vue critique à son propos. Alors c'est un article, une tribune dans la revue nord-américaine Wired, qui est un peu la revue, la bible de l'intelligentsia technologique,
et dans lequel un écrivain de science-fiction, hein, Neil Stephenson, c'est un écrivain qui a produit pas mal de textes hein, qui ont eu une influence assez grande hein, sur la conception de toutes sortes de dispositifs techniques. Hein, et je pense, si vous avez lu des choses comme c'est Snow Crash en anglais, je ne me rappelle plus le titre en français, mais qui a une influence assez forte sur la conceptualisation de la réalité virtuelle hein, et de la manière dont les projets autour de la réalité virtuelle ont été déclinés formellement par différentes organisations et différentes technologies. Neil Stephenson a joué un rôle assez important dans la stimulation des imaginaires autour de ces objets. C'est certainement une des raisons pour lesquelles dans cet article, dans son propos, il part un peu d'un constat similaire. Hein. Il parle de innovation starvation, une espèce d'attrition de l'innovation, un sentiment que à partir des années 2000, il y a un peu moins d'innovation, hein, et il écrit ça dans Wired, hein, c'est assez intéressant, et qu'il faut retrouver des manières par les récits, hein, il faut produire des récits qui vont ensuite déclencher la motivation, l'enthousiasme de gens plus jeunes qui pourront ensuite aller faire des écoles d'ingénieurs, des écoles de design et recréer hein, et décliner dans des objets tangibles, dans des entreprises, dans des organisations, dans des produits, tous ces objets mythiques qui représentaient le futur auparavant et d'avoir l'équivalent aujourd'hui. Alors il y a deux points qu'on peut commenter là-dedans. Il y a un premier point qui est intéressant et qui est à retenir, et un autre qui est un peu plus problématique. Le premier qui est intéressant, c'est l'idée d'utiliser le récit, hein, des différentes formes de récits qui peuvent passer par l'écriture, hein, donc des romans, des nouvelles, de la bande dessinée, hein, du film, du cinéma d'animation, pour réouvrir un peu on pourrait dire les imaginaires par rapport à des questions d'innovation. Donc ça, c'est ce pourquoi c'est ce qu'il essaye de défendre dans son propos. Là, on peut avoir un regard un peu plus critique quand on lit sa tribune, c'est de se dire, mais de quoi il parle exactement? Est-ce qu'il s'agit je ne vous ai pas présenté tout le texte, mais il y a plusieurs reprises, on a l'impression que ce qu'il regrette, c'est qu'il n'y ait plus des imaginaires d'espèces de grosses machines gigantesques ou d'imaginaires grandiloquents de la conquête spatiale, de la voiture volante, enfin d'espèces d'énormes infrastructures technologiques. Comme s'il n'avait pas pris conscience du fait que on était revenu de ces questions-là pour différentes raisons que j'évoquais au début. Et du coup, hein, son appel à utiliser le récit pour réouvrir les portes de l'innovation, on a un peu le sentiment quand on le lit qu'il s'agit juste de retrouver un espoir dans le progrès technique, sans considération aucune de la catastrophe écologique, des enjeux d'inégalité sociale, etc., etc. Donc c'est comme si le positivisme continuait et un groupe de personnes autour de Neil Stephenson ne se rendait pas compte de ces enjeux-là. Cette tribune a été suivie d'un projet que vous connaissez peut-être, s'appelle le projet Hieroglyph, qui a été monté par Arizona State University, une université d'État d'Arizona, avec des concours d'organisation de nouvelles, de récits de science-fiction, qui ont donné lieu à différents recueils, qui sont d'ailleurs pas inintéressants, mais qui, de mon point de vue, en tout cas, restent assez prisonniers d'une vision très technocentrée, comme si on restait dans cette idée que l'avenir est exclusivement de la technique. Alors mon propos, c'est pas du tout de mettre la technique de côté, hein, surtout dans une maison pareille, mais c'est plutôt de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes là-dedans qui seraient à retenir? La dimension du récit, de la narration, pour capturer, stimuler les imaginaires, et en même temps essayer de trouver des manières d'élargir le propos et pas uniquement de rester sur une réinvention d'un progrès technique qui serait toujours aussi linéaire. Et c'est là que il y a un retour justement à tous ces débats dans le champ des sciences humaines et sociales est intéressant. Je vous renvoie ici à un texte, une tribune de l'anthropologue Philippe Descola, alors dans la revue Esprit d'il y a quelques années, mais qui a été republié récemment dans un ouvrage qui s'appelle Penser l'Anthropocène aux presses de Sciences Po, et qui
j'ai choisi un passage qui, pour moi, résume en fait ce qui manquait dans la tribune de Stephenson précédemment citée, avec l'idée que propose ici Descola de faire appel, de se nourrir en fait à toutes ces représentations du temps, des manières d'être, de voir le monde qui sont présents dans des travaux, par exemple, en anthropologie. Alors lui, il défend l'anthropologie en tant qu'anthropologue, mais je pense qu'on pourrait tout à fait convoquer l'histoire, la sociologie, enfin, et d'autres sciences humaines et sociales là-dedans, avec pour objectif, ce qui était le titre de ce numéro de la revue L'Esprit, qui est « Habiter la Terre autrement ». Et la citation, et donc la proposition que fait ici Descola, c'est de se dire, mais une manière d'envisager demain, et donc de réouvrir un peu les imaginaires sur des manières de vivre sur cette planète, c'est d'aller considérer qu'il n'y a pas qu'une manière de l'habiter, et que ça a été le travail de l'anthropologie, comme il le défend, mais ça l'est aussi de l'histoire, de la socio, etc., de documenter d'autres manières, ce qu'il appelle de composer des mondes, c'est-à-dire de se représenter ce que c'est que de vivre ici avec certaines ressources, de vivre ensemble, d'avoir un équilibre entre notre dimension, notre vie individuelle et collective, et que quand on regarde cette diversité dans les cultures du monde, ou à différents moments de l'histoire, on se rend compte que tout ça est, comme il le dit, gros de potentialités inouïes dont nous devons imaginer la réalisation afin d'édifier au plus tôt une véritable maison commune avant que l'ancienne ne s'écroule sous l'effet de la dévastation des involtes auxquels certains humains l'ont soumis. Donc c'est un anthropologue, il fait attention à distinguer le fait que toutes les sociétés humaines sur cette planète n'ont pas le même degré de responsabilité par rapport à la catastrophe écologique. Ce qu'il y a comme message à l'arrière, c'est que une partie du travail de réouvrir les imaginaires de demain peut consister à comprendre comment il existe d'autres manières de vivre le monde aujourd'hui et dans le passé, et de se nourrir de ça pour imaginer des scénarios et des manières de les appliquer ou les transformer. Alors, c'est une vision qui est, je trouve extrêmement stimulante, et puis en tant que aussi chercheur en sciences humaines et sociales, je vais pas la critiquer, mais il y a un écueil qui est là derrière, c'est de se dire, mais ok, on lit ça, mais qu'est-ce qu'on fait pratiquement? Parce que ce sont des mots dans des revues, dans des ouvrages, c'est des termes comme composer des mondes qui sont effectivement intéressants, mais comment on fait pratiquement? Et c'est là où il y a la dimension, c'est là qu'on peut convoquer justement les arts appliqués, le design, comme manière justement de saisir en fait de ces objectifs-là, et de faire, si je devais traduire le titre, Design with Care, donc de créer, concevoir avec une forme d'attention, de soin à notre environnement, les autres, la diversité, c'est comment en fait les différentes formes de design peuvent finalement reprendre à leur compte cette stimulation qui est proposée par quelqu'un comme Descola. Et quand on se dit ça, ça veut dire en gros comment, à travers les activités, la production historiquement du design, les formes cet équilibre qui est entre création, conception, de mettre en forme différents scénarios d'usage, donc de formes de mode de vie, de mode d'être ensemble avec historiquement des cultures matérielles, mais aujourd'hui des modalités d'organisation et de service, ça interroge sur la place que les designers peuvent avoir pour réouvrir ces imaginaires. Or, dans l'histoire du design, il y a évidemment toute une terminologie qui est convoquée là derrière et qui existe depuis un certain temps, la façon dont des designers se sont appropriés ces enjeux-là à leur façon. Je pense en particulier ici à ce duo de designers anglais qui a posé à un moment donné dans les années 90 cette terminologie, mais qui
existait à différents moments dans l'histoire du design, et je reviendrai dessus dans un instant, mais qui est intéressant d'une certaine manière pour montrer que le design, c'est pas juste de créer des produits, des services qui vont être commercialisés, mais ça peut aussi être une démarche en fait qui consiste à questionner, à interroger des situations, à mettre en lumière des problèmes et éventuellement des alternatives qui peuvent être conceptuelles, qui peuvent être de l'ordre de l'imaginaire, qui peuvent être aussi des modalités d'invention de ce que ça veut dire que se composer des mondes dont parlait un anthropologue comme Philippe Descola. L'objectif pour des gens comme Anthony Dunn et Fiona Raby, à l'époque, ça consistait d'avoir une certaine réflexion critique sur la base de récits qui sont incarnés dans des objets, j'en présenterai quelques-uns, qui mettent en scène ces questions. À partir de là, leur travail a évolué, et puis évidemment, le fait d'avoir enseigné dans des écoles comme le Royal College of Art, maintenant à New School, et puis d'avoir ensuite essaimé à travers leurs anciens étudiants enseignent dans d'autres écoles, et puis leur définition du speculative design a évolué, a été appropriée par d'autres, et puis finalement tout ça s'est un peu dilué, et c'est tant mieux dans un renouveau de ce que peut produire le design et ce qu'on attend des designers aujourd'hui dans des contextes de travail pour des entreprises, pour des organisations publiques, pour des collectivités, dans des contextes de recherche académique. Il y a eu une explosion de ce genre de démarche. Mais il faut quand même se rappeler, parce que souvent on les cite comme des pionniers de cette démarche, que historiquement, dans des métiers liés aux arts appliqués au design ou à l'architecture, on a vu revenir très fréquemment, en particulier au cours de la deuxième partie du XXe siècle, des collectifs, des studios, des agences qui se donnaient aussi ces rôles-là. Il n'a pas fallu, on n'a pas attendu Anthony Dunn et Fiona Raby au Royal College of Art pour avoir des designers qui essayent d'ouvrir les imaginaires et de se réinterroger sur nos modes de vie. Je prends quelques exemples parmi d'autres. Là, j'ai appris Super Studio, un studio d'architecture italien qui, dans les années 60, réfléchissait à la question de l'habitat, de l'urbanité, avait toute une production essentiellement visuelle et spéculative qui pouvait passer par des formes comme ce qui est représenté ici, croiser une forme de brutalisme architectural et de modernité et puis le passé. Les Anglais, des groupes comme Archigram ne sont pas en reste. Je prends ces exemples parce qu'ils sont aussi intéressants pour montrer la généalogie en fait de ces démarches liées à des formes spéculatives, parce que c'est pas forcément des gens qui ont construit des bâtiments en dur, mais c'est aussi intéressant pour constater la diversité des manières dont ces gens racontaient des mondes différents, des alternatives au monde tel qu'elles pouvaient l'être, par exemple dans les années 60. Là, vous avez des projets d'archigramme qui se traduisaient par toutes sortes de fanzines, de magazines, de collages, d'expositions. Là, vous avez un Amazing Archigram qui est à la fois un livre qui se déplie avec des pliages en carton. Ils avaient toutes sortes de bandes dessinées, de collages, très proches aussi d'une imagerie situationniste de l'époque, qui visait à ouvrir en fait et à montrer des alternatives à des imaginaires de ce que pouvait être la ville. Leur projet phare est Walking City, de montrer ce que pourrait être une ville qui pourrait être mobile, qui pourrait se déplacer, qui ne s'est pas construite, mais qui est une forme de design spéculatif qui montre par différentes formes visuelles ou d'exposition des potentiels en fait inexplorés, inexploités. À la même époque ou un petit peu plus tard, vous avez des écrivains de science-fiction comme Christopher Priest qui écrivaient sur la ville mobile. Vous avez un livre qui s'appelle Le Monde Averti en français, dans lequel il imagine une ville sous la forme d'un train qui se déplace continuellement. Et puis il y a pléthore de projets de ce genre dans la science-fiction, dans des dessins animés. Mais c'est vous montrer comment des designers, tout autant que des gens qui produisent des récits de fiction, par leur capacité à mettre en forme et à matérialiser des possibles, se donnaient pour but d'ouvrir des potentiels et des imaginaires nouveaux, intéressants par rapport à ces questions. Alors,
ça a énormément existé dans l'architecture. C'est vrai que dans le monde du design, et en particulier dans le design produit ou dans le design numérique, le design d'interaction, des gens comme Anthony Dunn et Fiona Raby, au milieu des années 90 et à la fin des années 90, ont commencé à proposer des choses de ce genre, à créer des objets en tant que designer, dont l'objectif n'était pas forcément de servir un but pour un client et le marché aujourd'hui, mais de faire réfléchir, de questionner, de critiquer et éventuellement d'avoir une discussion sur des futurs plus ou moins souhaitables. Alors vous avez ici un projet qui m'avait assez marqué à la fin des années 90, même s'il date de 95, qui était, je ne sais pas si vous vous rappelez, au milieu des années 90, c'est l'avènement de la téléphonie mobile et des débuts du web. Et eux, en tant que designers, sentaient qu'il allait avoir une question de crainte par rapport à l'envahissement de notre sphère personnelle à travers ces objets téléphones mobiles qui nous dérangeraient potentiellement sans cesse, qui sonneraient sans cesse. Et du coup, imaginaient un mobilier qui permettrait de s'en protéger. Et là, vous avez une espèce de, alors c'est pas vraiment une chaise, mais c'est une espèce d'élément de mobilier dans lequel on peut se glisser, dans lequel comme c'est une cage de Faraday, donc ça ne laisse pas passer les ondes, et donc on n'est pas dérangé par son téléphone mobile. Je trouve assez intéressant de montrer cet exemple aujourd'hui, parce que en 95, je ne sais pas qui dans cette pièce avait déjà un téléphone mobile et souhaitait déjà s'en débarrasser parce que on était sursollicité, mais il fallait toute une intelligence, une intuition, une capacité d'observation qu'ont eu ces designers, de se rendre compte de ce problème pour le transformer en un objet qui nous fait réfléchir à notre relation à des objets mobiles. Et rétrospectivement, je le trouve aussi intéressant dans le sens où aujourd'hui, ce qui était un projet de design critique, qui était montré dans des musées et des galeries à l'époque, aujourd'hui est commercialisé, pas forcément sous cette forme, mais sous des formes de dispositifs qui vous empêchent de faire marcher votre téléphone quand vous rentrez dans certains lieux publics, dans des discothèques qui veulent absolument pas qu'on prenne de photos à l'intérieur, dans des écoles. Et donc, ils avaient aussi, on pourrait dire, le nez creux par rapport à une forme d'intuition d'un service qui pourrait exister. Alors ça, c'est peut-être moins intéressant que leur capacité à matérialiser à travers un objet un enjeu de société, en fait à le raconter d'une manière qui passe par un objet physique, qui se décline par un objet. Alors ça, c'est des choses qui aujourd'hui se déclinent dans toutes sortes de pratiques. C'est vrai que le terme de design spéculatif a un peu évolué dans la terminologie, avec le terme plus fréquemment utilisé aujourd'hui de design fiction, qui consiste de la même manière à créer des objets qui vont matérialiser des futurs, des scénarios possibles, avec pour objectif de créer des formes de débat et de discussion. C'est le genre de projet que nous on mène à Near Future Laboratory avec des collègues. J'ai choisi juste un exemple pour vous donner un ordre d'idée de choses qui nous intéressent. Ça c'est un projet de mon associé Fabien Gérardin et Etienne Diaye, qui travaillait sur la problématique de notre relation, on est toujours dans le même thème, de notre relation aux objets numériques et à une espèce de manière chez beaucoup d'observateurs à pathologiser, à décrire par des pathologies notre rapport à nos smartphones, aux réseaux sociaux, à Internet, aux machines diverses. Et du coup, pour en fait explorer ce scénario-là, on imaginait qu'il y avait l'équivalent d'une société comme 23andMe. 23andMe, c'est cette société où vous grattez le fond de la bouche, vous envoyez un peu de salive à une société en Californie qui va ensuite vous faire une cartographie de votre génome et ensuite vous renvoyer tout un document qui donne vos probabilités d'avoir certaines pathologies. Et du coup, nous, on trouvait cet enjeu extrêmement ces manières de faire extrêmement problématiques, et on se posait la question d'une société qui pourrait, si vous leur laissez accès à tous vos comptes, Instagram, Twitter, votre smartphone, Facebook, allait
ensuite vous produire un rapport en fait d'analyse de vos comportements avec cette même idée de probabilité de pathologie. Alors, on est évidemment dans des scénarios imaginaires là-dedans et de l'accès aux données et des pathologies en question. Hein. On avait développé tout un répertoire de pathologies avec des noms qui pouvaient plus ou moins exister dans les discussions qu'ont certains observateurs de ces questions et pour lesquels évidemment nous on a un point de vue assez critique, mais le fait de les matérialiser par l'existence d'une société qui aurait son site web, ses manières de décliner ses résultats, était un exemple de design fiction qui permettait d'avoir une discussion critique, un débat critique autour de ces enjeux. Et évidemment, nous, ce qui nous intéressait, la manière extrêmement réductrice dont le monde des organisations privées pourrait s'accaparer et rendre compte de ces problèmes qui sont évidemment plus larges que des problèmes de psychologie cognitive, de neurosciences cognitives, d'enjeux techniques et qui dépassent ce qui est présent là-dessus. Et l'idée, en fait, quand nous on produit des scénarios de ce genre, c'est souvent juste une étape intermédiaire dans un processus de mise en débat et en discussion de ces scénarios auprès de certaines catégories de population. Alors quand un client est une entreprise privée, ça peut être l'organisation en question, les utilisateurs finaux de leurs services, des clients, mais quand il s'agit d'organisations publiques, de collectivités publiques avec lesquelles on travaille, ça peut être tout simplement n'importe qui, le grand public, des citoyens, qui veut avoir une voix à porter à ces choses-là pour le critiquer, pour ne pas être d'accord, et donc faire remonter ces questions-là au-delà des scénarios eux-mêmes, qu'ensuite on peut complètement mettre de côté. Alors d'autres exemples pour continuer sur ces questions de la manière dont des designers s'emparent d'enjeux actuels, les perçoivent et les matérialisent à travers différentes formes. Et comme bien souvent, aujourd'hui, les formes en question, c'est des services, ça passe par des formes qui peuvent être plus ou moins numériques. Là, j'ai pris un projet de Superflu, un studio anglo-indien que je trouve intéressant et avec qui on collabore. Un projet qui s'appelle Mitigation of Shock. Donc en français, on pourrait dire la manière de gérer le choc lié aux problématiques d'effondrement. Et qui, eux, leur manière de proposer un scénario d'avenir et de le mettre en débat a consisté à s'interroger sur le fait que, à travers l'effondrement, des nouvelles pratiques d'agriculture en appartement et de manière de faire pousser des différents des fruits et légumes, par exemple, en appartement pourraient apparaître. Et leur manière de le mettre en scène, ça a été d'utiliser la plateforme Instructables, c'est donc une plateforme en ligne dans laquelle on donne, qui existe, on donne des plans de différents objets qui vont pouvoir ensuite être, par exemple, réalisés avec une imprimante 3D, une découpe laser ou différents objets techniques de ce genre. Et en gros, au lieu de dire, de faire un scénario textuel ou un petit film dans lequel on montre l'effondrement, eux se sont posé la question de comment montrer des pistes de solutions éventuelles, qui sont peut-être pas les meilleures, mais qui permettent de matérialiser ces changements-là sur une plateforme comme Instructables, qui montre comment on peut se créer soi-même son espèce d'armoire chez soi pour faire pousser différents ingrédients, des aliments qui pourraient permettre une forme de survie dans un milieu urbain. Donc c'est aussi intéressant de montrer la diversité de ces modalités de spéculation qui passent parfois par des modalités explicitement critiques et parfois des formes en tout cas d'ébauche de solutions. Un autre projet... Alors, j'ai choisi des projets très liés à ces questions d'anthropocène. Le projet Algaculture Symbiosis de Michael Burton et Michiko Nitta est une recherche en fait sur la question du vêtement et comment
des sortes de combinaisons pourraient permettre de récupérer le dioxyde de carbone que l'on évacue à chaque fois qu'on respire, pourraient alimenter des algues qui se nourrissent par photosynthèse de ce dioxyde de carbone et du coup créer une matière qui serait comestible et qui pourrait nous nourrir. Donc là, si on faisait le pendant avec ce que je racontais au début, c'est de montrer par des objets extrêmement tangibles comment se pourraient se décliner des imaginaires d'enjeux possibles d'avenir, mais aussi de pistes de solutions à mettre en débat, encore une fois au même titre que ce qu'on a pu voir dans la science-fiction. Si vous avez lu Dune, par exemple, de Frank Herbert, il y a de manière narrée textuellement des descriptions de combinaisons, pas du même genre, mais qui permettent la récupération d'eau. Autre projet intéressant, donc de Living Studio, un studio de design qui travaille avec des chercheurs sur la conception je dis bien ces designers qui travaillent avec des chercheurs sur la conception de champignons qui vont pouvoir dégrader le plastique, les déchets de plastique, pour ensuite les rendre de manière comestible et que ce soit que ça puisse nourrir d'autres gens. Et donc ces scénarios, ils sont aussi déclinés physiquement, ouvertement, de manière à poser des questions qui sont dérangeantes, mais qui permettent par des représentations tangibles de se rendre compte pratiquement de ce que ça pourrait être. Il y a une différence dans mon propos là, entre dire le futur c'est des champignons qui vont manger le plastique et on va les manger, et de voir pratiquement les objets qui nous permettraient de le faire, qui permettraient de vivre avec ce genre de choses, et donc qui interrogent, qui rapprochent de considérations plus plus tangible, humaine, banale de la vie quotidienne, mais qui permet des débats sur des enjeux d'acceptabilité, de vraisemblance, d'adoption, de plausibilité, etc., etc. J'étais dans l'exemple des villes qui se déplacent, je trouve intéressant ce thème qui était présent dans l'architecture spéculative, dans la science-fiction, se retrouve aussi dans le design spéculatif, avec encore un projet là, d'Anthony Dunn et Fiona Raby, qui, alors eux, il n'y a pas juste un train et d'imaginer un train mobile, c'est que en tant que designer, ils sont à différents moments dans leur travail sur le design critique et spéculatif, pas uniquement intéressés à la création d'objets, mais aussi imaginer les mondes qui vont avec. C'est-à-dire que s'il y a tel événement catastrophique qui a lieu, s'il y a tel changement technologique qui a lieu, s'il y a telle modalité d'organisation de société qui a lieu, comment ça se traduit dans les manières de vivre, dans les valeurs d'une société, dans les modalités d'existence et donc dans les considérations politiques. Et dans un de leurs projets, donc UMK, ils imaginent, suivant des différentes factions d'une population dans le Royaume-Uni, des modalités, un rapport aux ressources énergétiques très très différentes qui amènent à on va dire des considérations et des modalités d'organisation politique distinctes, et donc ils les déclinent à travers toutes sortes d'objets qui peuvent être celui qui est représenté ici, ou des objets des automobiles autonomes qui ont des formes très différentes de ce qu'on peut voir aujourd'hui, et qui ont pour but en fait de montrer qu'il ne s'agit pas juste dans le travail de ces designers de matérialiser un potentiel technique, mais aussi des manières d'être au monde et donc de composer des mondes, comme je disais tout à l'heure, à travers la citation de Philippe Descola. Donc je vais m'arrêter sur la présentation de tous ces projets, parce qu'on pourrait continuer pendant des heures. Ce qui me semble intéressant, c'est de faire un pas de côté et se dire, mais tout ça est intéressant, potentiellement séduisant à première vue, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça fonctionne? Ou quelles sont les questions, quels sont les enjeux principaux de ces modalités d'appeler des designers, les arts appliqués, des architectes à la rescousse pour réouvrir des mondes possibles? Alors, il y a un premier point que je trouve intéressant à mentionner, et là, je reprends un travail d'un chercheur anglais qui s'appelle Paul Graham Raven, qui montre que quand on analyse
avec un peu de fond, une certaine diversité, hein, et plus que ce que je vous ai présenté, ces projets de design fiction et design spéculatif. Il y a différentes modalités d'intervention, hein, que lui a catégorisées de cette manière, et qui, sans commenter tout ce qui est sur le schéma, qui vont d'une approche extrêmement critique, d'un côté, hein, de mettre en lumière un problème, quitte parfois à forcer le trait et puis à grossir la question pour le mettre en lumière. C'était ce que faisaient beaucoup, hein, justement les gens comme Anthony Dunn et Fiona Raby au Royal College of Art, hein, entre la fin des années 90 et le milieu des années 2000. Donc là, on pourrait dire comment cette modalité spéculative, hein, qui passe par l'ironie et la subversion, hein, avec cette phrase, cette citation que prend Paul Graham Raven, hein, comment on va se retrouver dans un bazar pareil, qui est effrayant, et qui, avec le temps, en fait, a évolué, notamment parce que, dans beaucoup de cas, une critique qu'on faisait à ces projets, c'est que c'était pas suffisant, parce que c'était peut-être trop facile d'imaginer les dystopies de demain. Et donc, une manière de voir les choses, c'est de poser la question comment le futur pourrait être, sans forcément être uniquement dans la dimension de subversion, de critique et d'ironie, ou de se dire mais comment le futur va être sous des questions de plausibilité technique, hein, c'est ce que fait beaucoup la prospective et des projets de design fiction qui ont lieu dans le monde de l'entreprise, et puis des modalités plus idéalistes, hein, et qui forment un renouveau aujourd'hui, hein, après une dizaine d'années autour du design fiction, de se dire mais comment est-ce que le futur devrait être pour un ensemble de populations données qui a un certain nombre de valeurs, ou qui souhaite réouvrir et débattre de valeurs et questionner des enjeux purement techniques, des enjeux purement critiques, et de le faire de manière beaucoup plus ouverte et participative. Donc c'est une manière de cartographier les différents types d'intervention, hein, sur le design spéculatif, avec certains qui aujourd'hui sont un peu plus critiquables, dans le sens où on se dit mais est-ce que ça suffit juste de mettre en exergue des problèmes, hein, le cas que je vous avais montré tout à l'heure du projet qu'on avait fait il y a quelques années sur les pathologies liées au numérique, évidemment il tombe dans ce piège aujourd'hui, hein. Je présente ça comme une autocritique par rapport à ce qu'on fait. Un autre enjeu qui me semble intéressant à discuter, puis je reviens sur ce qui est représenté sur l'image dans un instant, c'est un risque extrêmement problématique, qui est celui de se dire mais quand on produit ces spéculations, quand on imagine des futurs spéculatifs et qui sont mis en scène par ces productions de design, il y a différents outils intellectuels qui sont convoqués pour représenter ces spéculations et ces projections. Et notamment un qu'on voit un peu fréquemment, qui décrit notre rapport au temps et à l'évolution du temps et à notre souhait de nous situer dans un avenir plus ou moins plausible, préférable, possible, tel que représenté ici. Hein. C'est ce cône du futur, hein, qui historiquement c'est un outil qui est apparu au début des années 2000, hein, dans des travaux d'une personne qui s'appelait Voros, et puis qui a été développé ensuite par toutes sortes de cabinets de prospective et qui a été réapproprié par des designers pour décrire en fait leur manière de se positionner par rapport à aujourd'hui et vers demain, hein, et qui représente de manière assez caricaturale. En gros, il y a le présent qui est ce point aujourd'hui, et puis il y a différents espaces d'ouverture, hein, suivant qu'on considère ce qui est probable, plausible, possible, et ce qui est préférable, et qui interroge à plusieurs égards. Le premier point, c'est là où on se situe dans le présent. On peut se dire, mais de qui on parle? Est-ce qu'il s'agit de nous dans cette pièce, hein, on est à Paris, hein, dans un pays occidental plutôt bien développé, ou est-ce qu'il s'agit, hein, d'autres gens
dans d'autres endroits du monde pour lequel les choses ne se passent pas de la même manière. Donc il y a déjà un point un peu problématique et qui n'est pas forcément très démocratique sur le présent lui-même, et puis ensuite sur la définition des voies possibles et l'évolution de ces possibles, et notamment la tendance à la dystopie et à la critique qui est présente dans beaucoup de ces scénarios de design spéculatif. On a une critique qui est revenue plusieurs fois, je pense par exemple d'une designer, Luisa Prado, qui disait mais votre dystopie, les dystopies que vous produisez, vous, en tant qu'occidentaux qui produisez des scénarios de design spéculatif, en fait ça existe déjà ailleurs, sauf que vous le voyez pas. J'ai pris juste, pour illustrer cet exemple, les manières dont les minerais qu'il faut pour créer vos smartphones, en fait, amènent à toutes sortes de problèmes d'exploitation politique, militaire et de travail forcé, et que des scénarios de design spéculatifs qui mettent ça en scène, en fait, occultent le fait que ça existe déjà. C'est absolument pas à positionner dans un futur possible, mais c'est déjà un présent d'aujourd'hui. Et du coup, ça interroge sur la capacité de designers à saisir ces enjeux-là et à pas juste raisonner de manière explicitement égoïste par rapport à leur contexte et à recréer en fait des scénarios d'avenir qui existent ailleurs et qui du coup ne servent pas forcément à grand-chose. Un autre élément qui est important, et puis j'ai fait exprès de rien montrer visuellement à ce propos, c'est que bien souvent ces projets de design fiction ou design spéculatif, en particulier quand ils naissent dans le contexte d'agences de design qui côtoient le monde des musées ou de centres culturels, ils ont pour objectif de créer des formes de débat et de discussion sur ces imaginaires, mais on peut s'interroger sur les lieux dans lesquels ce débat peuvent avoir lieu. C'est-à-dire si l'idée, je prends un exemple en nous autocritiquant des projets qu'on a pu faire. Dernièrement, on a eu un de nos projets qui était sur la question de l'habitabilité, la sphère domestique, un projet qu'on avait fait avec Ikea sur les objets connectés dans le monde de la maison. Tout ça a été présenté au Design Museum à Londres, ce qui est évidemment prestigieux et intéressant de notre point de vue, mais pour lequel on peut s'interroger sur qui sont les gens qui vont dans ce musée, est-ce qu'il s'agit bien d'un débat très démocratique sur ce thème-là, et évidemment ça ne l'est pas. Donc ça, c'est cette question de est-ce que des scénarios critiques pensés par des gens qui ont une vision parfois assez occidentale, et qui proposent ces mises en débat dans des lieux qui sont assez élitistes, ou en tout cas pas nécessairement ouverts à toute la population, ça suffit. La réponse est non. Un des choix qu'on fait dans notre pratique de design fiction avec mes collègues, c'est souvent de ne pas travailler sur des objets... c'est plutôt de travailler sur des objets qui circulent bien facilement, et plus volontiers, alors évidemment c'est pas des formes extrêmement nobles du point de vue du design, donc ça se retrouvera pas forcément toujours dans des centres culturels ou des musées d'art appliqué et design, mais ce serait plus volontiers de faire par exemple le supplément d'un journal gratuit, comme on a pu le faire dans un projet sur le futur du sport à Manchester et à Barcelone, dans lequel ça va être distribué gratuitement dans la ville à des dizaines de milliers d'exemplaires, et puis la discussion qu'on souhaite avoir lieu sur les scénarios prospectifs qu'il y a dedans, elle aura lieu de manière plus large. Évidemment, parfois c'est possible, parfois c'est pas possible. Et puis, autre enjeu je me rapproche de ma conclusion, autre enjeu qui m'intéresse là-dessus, c'est que, et là je prends une citation d'un chercheur en design qui s'appelle Cameron Tonkin-Wise, c'est bien souvent ces capacités à mettre en forme qu'utilise le design pour matérialiser des futurs possibles, c'est intéressant, ça passe par des formes de provocation, mais est-ce que tout ça est suffisant ? Est-ce que le rôle des designers dans cette affaire, c'est de susciter le débat, ou est-ce que c'est déjà débaucher
des possibilités de réponse. Alors, j'utilise pas forcément le terme de solution, et lui non plus, mais débaucher des pistes de réponse qui dépassent en fait la simple critique ou le simple vœu pieux de futurs possibles. Et ça, c'est toute la difficulté évidemment qu'on a au quotidien dans notre travail, et pour lequel je pense qu'il faut se retrousser les manches, et il ne faut pas rester tout seul en se disant voilà, ça va être ça demain, voilà une piste intéressante et stimulante intellectuellement, on fait un projet de design fiction et puis ça s'arrête là. Donc ça, je pense que c'est un des plus grands enjeux actuellement sur ces questions, de mon point de vue, non pas de chercheur, mais du point de vue de praticiens du design fiction qui travaillent auprès de différents clients privés et publics. Pour terminer, juste deux points de conclusion qui me semblaient intéressants pour continuer la réflexion, puis aussi lancer la discussion d'après. Et j'en ai pas du tout parlé, c'est en fait comment on fait tout ça. C'est-à-dire comment, quand on est dans ces démarches de production, de design fiction, qui ont pour objectif justement d'essayer de rouvrir un peu les imaginaires de demain, comment ça se passe et quelles sont les manières de faire. Et de ce point de vue-là, il y a deux points en fait qui sont les ingrédients clés, ou alors je ne vais pas donner la recette de cuisine parce qu'elle n'existe pas évidemment, mais les deux enjeux et les deux compétences clés de tout ça, qui sont dans un premier lieu, et là je prends une citation d'une anthropologue qui s'appelle Anna Tsing dans un livre qui s'appelle Arts of Living on a Damaged Planet, et dans lequel elle décrit, pour moi, ce qui est première compétence que l'on doit tous construire si on veut s'intéresser à la manière de construire des mondes de demain, et qu'elle décrit avec la phrase suivante, We begin with noticing. Donc on commence par faire attention, de remarquer, de noter, de constater, et donc ça évidemment, elle est anthropologue et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais la place que l'observation et la compréhension dans le monde autour de nous d'enjeux, de problèmes, de phénomènes qui sont de l'ordre du constat et qui pourraient donner lieu à des formes de réflexion, si ce n'est de pistes possibles de solutions, est fondamentale. Et évidemment, c'est un appel à ramener dans les pratiques de design, en tout cas elles sont ramenées depuis un certain temps dans certains studios, les démarches d'observation qu'utilisent les sociologues, les anthropologues en particulier, et qui, dans ce que décrit Tsing dans cette citation, c'est de construire une attention au monde qui n'est pas forcément de l'ordre de la normativité, c'est-à-dire de voir statistiquement comment tous les gens font telle ou telle chose, ou construisent telle ou telle réaction à tel ou tel changement, mais plutôt d'arriver à embrasser la diversité des manières de faire humaines, dans la mesure de ce qui est possible dans notre quotidien. On n'a pas tous la chance de partir à l'autre bout du monde, mais de comprendre en fait ces diversités, de ne pas l'écraser, cette diversité des manières de faire, de vivre, de composer des mondes, de détourner des solutions pour réaliser en fait ou résoudre des problèmes, et de ne pas mettre ça dans une espèce d'enfermement d'une personne qui a un certain type, qui aura une certaine manière de faire, pour en fait comprendre déjà, et c'est un peu un renvoi à ce que disait Descola dans sa citation, de voir le fait que tous dans cette pièce on a différentes attitudes, différentes manières d'être au monde qui sont stimulantes, et il s'agit de construire une espèce de gymnastique intellectuelle, de faire attention au fait qu'on n'est pas tous pareils, et que du coup si on veut, à travers par exemple le design, mettre en scène des scénarios possibles, il va falloir tenir compte de ces pluralités et construire. Et c'est là où il y a une notion, je suis encore un peu théorique là-dessus, mais il y a ce chercheur en design danois qui s'appelle Joachim Hals, qui a écrit tout un texte sur le fait que le design aujourd'hui peut se construire comme une forme d'ethnographie des possibles. L'ethnographie, c'est historiquement la démarche de recherche des anthropologues et des sociologues qui consiste à décrire, en général par l'écriture, une culture donnée. Mais avec le design là-dedans, et le design spéculatif, mais aussi le design plus largement, c'est le fait de décrire et de narrer, de créer des récits par les objets.
et de trouver des manières, en créant des objets, qui vont raconter des futurs possibles, les scénariser, et donc permettre une forme de discussion, de débat par rapport à ça. Et c'est là où il y a une deuxième compétence qui est essentielle, après celle d'observation et de faire attention au monde, qui est celle de mise en forme, et qui est historiquement dans les mains des designers, et qui est vraiment dans les mains de manière extrêmement concrète, avec cette autre notion que propose un chercheur anglais qui s'appelle David Kirby, qui, lui, travaillait en fait sur comment les scientifiques, des designers et les ingénieurs travaillent dans le monde du cinéma en aidant en fait les scénaristes à produire ce qu'il appelle des prototypes dits diégétiques. La diégèse, en fait, c'est le fait de raconter des choses, et le fait d'avoir des objets qui racontent ces choses, les accessoires de théâtre, les objets qui ne sont pas forcément fonctionnels, mais qu'on voit dans des films de science-fiction ou de fantasy, sont une manière d'inscrire le récit dans des objets. Et cette capacité que les designers ont dans le cas du design fiction, dans le cas de la conception d'accessoires de théâtre, dans le cas de la conception on dit props en anglais, d'accessoires dans les films, ont un avantage rhétorique, parce qu'ils permettent de rendre tangible et de mettre en récit à travers des objets des scénarios possibles. Et cette capacité à passer de forme d'observation d'un côté et de mise en forme, et évidemment d'extrapoler à partir de situation d'aujourd'hui vers demain, ça forme un triptyque qui, pour moi, justement, résume globalement tout l'enjeu, enfin les compétences qu'on attend des designers d'un côté, mais au final de toute personne qui peut se poser des questions de faire un design with care qui permette d'imaginer des mondes plus habitables et plus qui pallient à tous les enjeux de société ou environnementale qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je m'arrêterai ici peut-être sur la présentation. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Il y avait plusieurs choses sur lesquelles à la fois on avait envie de te faire réagir quand on a préparé le cours, et puis aussi si vous avez ensuite des questions, je ne sais pas s'il y a des micros qui peuvent circuler ou pas. Il n'y a pas de micro. Bon, on répétera la question. On répétera la question. Ce qu'on cherche avec le design with care, bien sûr, c'est de voir comment on peut arriver justement à dépasser un petit peu la fiction technologique, les espèces de réflexes progressistes technologistes, et de voir comment on peut essayer de créer, j'allais dire, des fictions plus humanistes avec les questions qui nous sont posées. J'avais envie de te poser plusieurs questions. La première qui était plutôt sur est-ce qu'il existe dans ce domaine des gens qui ont travaillé sur des formes de réconciliation de la sociologie de l'innovation, c'est-à-dire essayer de voir comment finalement d'où vient le présent dont on a hérité, et pourquoi la logique des scénarios qu'on projette finalement s'écrit dans une espèce de droite ligne qui pourrait être intéressante en questionnant le passé. Alors je vais vous raconter cette histoire que j'aime beaucoup, que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps. Je vais appeler ça la verticale des zombies. Il y a une très bonne exposition, il y a une très bonne émission pour l'instant sur France Culture sur les chemins de la connaissance, sur les zombies, sur la philosophie du gore. Et il y a une des éditions qui est sur quelqu'un qui s'appelle Barbara Lemaître, qui a fait toute une étude sur la fable anthropologique des zombies. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que finalement, elle expliquait que, effectivement, historiquement, cette verticale des zombies, elle s'est créée d'abord par quelqu'un qui vient de chez toi, qui s'appelle Alfred Métro, que tu connais peut-être, qui est un anthropologue qui a beaucoup travaillé au début, fin du siècle d'avant, donc 19e, sur les chamans, et c'est un petit peu lui qui a commencé à
enfin c'est son inspiration qui a donné lieu à une réappropriation, notamment dans des domaines extrêmement différents. Alors on sait que Charcot a parlé de mécanique psychique, enfin on a commencé à avoir toute cette partie sur qu'est-ce qui est de l'ordre de l'humain, qu'est-ce qui vient de l'ordre de l'ailleurs, etc. Et il y a un univers qui a commencé à se créer autour des zombies, donc les premiers grands films, White Zombie 1935 ou 37 me semble-t-il, et puis un film qui est une sorte de fiction que je trouve pas inintéressante, qui s'appelle Fido. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui a été produit en 2006, où le pitch c'est que des zombies ont des colliers. Donc des colliers qui ont été probablement dessinés par les designers de cinéma dont tu parlais, qui, malgré leur tête de zombie, leur posture de zombie, leur démarche de zombie, deviennent des très bons serviteurs pour la classe bourgeoise américaine des années 50. Donc bien sûr, ça fait un espèce d'univers assez étonnant en termes esthétiques, mais surtout il va arriver... ce qui devait arriver, c'est que la techno va cracher, quoi. C'est que bien sûr les zombies vont à un moment redevenir zombies. Et je dis ça parce que finalement ça donne aussi des échos à ce que disait donc cette personne, à ce que disait Canguilhem sur la monstruosité et le monstrueux. C'est-à-dire à quel moment ces technologies vont permettre de nous réhabiliter, nous monstrueux, parce que je ne sais pour quelle raison, parce que handicap, parce que asocialisé, parce que n'utilisant pas assez les réseaux, etc. Et comment à un moment, si le système crache, qu'est-ce qui va se passer. Donc je trouve que cette verticale, cette idée d'essayer de retrouver dans l'histoire des idées d'où vient ce présent et où va cette fiction, peut-être avoir un intérêt dans la façon d'essayer de donner de la justesse à ce qui est fictionné. Alors, sans forcément rebondir sur l'exemple du zombie, ça interroge. Moi, ça m'évoque une première réflexion qui est la difficulté à s'affranchir du passé ou de l'actuel pour imaginer des trajectoires possibles. Et en particulier dans des mondes... C'est vrai que les projets que j'ai présentés sont assez liés au monde des technologies parce que c'est ce domaine-là sur lequel on travaille. Mais je ne veux pas du tout dire que c'est exclusivement des modalités, des domaines d'intervention sur ces questions. Mais dès qu'on est dans le monde des objets techniques, il y a un enjeu qui revient souvent et qui est bien connu des historiens des techniques. C'est ce qu'on appelle la dépendance du sentier. C'est un mot compliqué pour un phénomène que vous connaissez tous. On utilise des claviers qui sont pas du tout efficaces en termes de vitesse, qui sont des claviers des vieilles machines à écrire qui avaient été pensées pour pas que les baguettes s'en mêlent, qui tapent sur le ruban sur lequel il y a de l'encre, mais on continue à les utiliser parce que je sais pas si vous avez déjà essayé d'utiliser un autre clavier qu'un clavier AZERTY ou un clavier classique, les claviers de Dvorak ou autres, qui sont plus efficaces, mais il faudrait peut-être 2-3 jours d'apprentissage. En général, les gens ne font pas cet effort. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dépendance du sentier, c'est le poids du passé inscrit dans les objets techniques qui, sans être totalement déterministe par rapport à la place de la technique dans la société, amène parfois à des phénomènes dans lesquels on a du mal à imaginer des ruptures totales. Et ça, par rapport à la question justement de la sociologie de l'innovation, l'histoire des techniques qui s'intéresse à comprendre la manière dont on innove, la manière dont les gens utilisent, détournent, transforment, s'approprient différents objets techniques et donc différents modes de vie possibles, nous amène à nous interroger. Alors, quand on se met une casquette de designer, à se dire mais comment on essaye, alors le mot rupture il est peut-être fort, mais comment on essaye de faire bifurquer, d'amener vers autre chose. Alors, il y a beaucoup de réflexions dans les 10 dernières années sur les questions d'économie comportementale ou de psychologie comportementale, avec ces idées de nudge, de trouver des petits mécanismes qui amènent à inciter de façon un peu de l'ordre de l'implicite et suggérer d'autres modalités, mais moi j'ai quand même un doute sur le décalage qu'il y a entre
ce genre de solutions, et puis la complexité des enjeux que l'on a actuellement, et qui fait que, enfin, on a beau imaginer beaucoup d'imaginaires alternatifs, si on veut se dégager, on est tous conscients actuellement, enfin, il suffit de voir les débats sur la taxe carbone des 6 derniers mois en France. Se dire, mais comment bien faire ça? Et donc, c'est pas infaisable, mais ça prend du temps de trouver. La question là-dessus, c'est comment trouver des nouveaux équilibres qui permettent de tirer une autre leçon de la sociologie de l'innovation, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas changer de comportement du jour au lendemain, mais il y a peut-être des communautés de pratiques ou des types de personnes dans la société qui seraient plus enclins à changer de comportement vers des comportements plus vertueux, et donc de construire avec eux, avec elles, pour décliner des futurs possibles. Il y avait une autre dimension qui nous intéressait aussi, c'est la dimension des vocabulaires. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, dans les scénarios qui sont écrits quand on fait de la prospective, qu'elle soit réaliste ou pas, qu'elle soit fictionnelle ou pas, il y a une dimension d'intégration d'une narration qui peut se faire par plusieurs médias, des dessins, des vidéos ou autres, mais finalement il y a quand même, j'allais dire, une espèce de narration primaire avec le texte que je trouve vraiment assez intéressante. J'avais envie de vous parler de ce texte qui n'est pas du tout un texte de design, mais qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps, qui est, que je vous invite à regarder si ça vous intéresse. C'est un texte de Nastasia Martin, qui est une anthropologue, qui est dans la revue Terrain, une très belle revue d'anthropologie, et la thématique de la revue, c'est Renaissance, renaître. Donc il y a plusieurs textes sur la Renaissance. Et elle emmène le lecteur, elle vous emmène dans un texte où elle est en train d'étudier un terrain à l'extrême nord de la Russie, elle travaille sur le chamanisme, et la façon dont elle écrit les choses fait elle raconte à quel point elle en a absolument marre d'étudier ce terrain, parce qu'elle n'arrête pas de rêver d'animaux, qu'elle est dans une espèce d'animisme permanent, qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, qu'elle est son terrain. Et le texte est tellement bien écrit que dans le fil de la narration, elle raconte qu'un matin, énervée par le fait qu'elle avait encore rêvé d'animaux, elle quitte le camp. Elle va se promener sur la neige, elle monte une colline et elle tombe nez à nez avec un ours, et elle se bat avec cet ours. Donc l'ours l'attrape à la tête, commence à la traîner, elle raconte à quel point elle a le corps dans la fourrure, et puis l'ours lâche et lui chope la jambe et continue de la tirer, et il se trouve qu'elle a son piolet avec elle, et elle prend le piolet, elle ne sait plus trop comment, tout est fait dans une histoire qui est, la narration ne change pas. Et ce qui m'a beaucoup frappé, et ce qui me fait penser à la thématique d'aujourd'hui, c'est, en fait, dans ce texte-là, on ne sait plus ce qui est de l'ordre du réel et ce qui est de l'ordre de sa recherche, de ce qu'elle est en train de chercher. Et en fait, c'est réel, c'est-à-dire que c'est probablement une des seules femmes françaises de ces 5 dernières années qui s'est fait attaquer par un ours. Mais on pourrait le raconter de façon très simple. Mais je trouve que cette narration qui est très imaginaire, est-ce qu'on peut justement essayer de la retrouver dans la fiction pour essayer de créer un monde où on s'abstrait finalement de tous les réflexes qu'on a autour du progrès, etc., pour créer un environnement imaginaire, un environnement de sensations et d'émotions qui puisse laisser place à des scénarios qui soient un peu différents. Sans commenter le texte de Nastasia Martin qui est magnifique, son livre aussi, Les âmes sauvages, j'en recommande particulièrement. Moi, ça m'évoque une première réflexion qui est sur le format de représentation des imaginaires. Et il est sûr que le texte, ou d'ailleurs la narration orale, et le conte sont quand même historiquement fondamentaux. Ça m'intéresse aussi sur quelle est quand on se pose ces questions de représenter demain, la question du médium, c'est-à-dire le format qui va être proposé, interroge, et il y a certainement des
des avantages et des inconvénients, pour le dire un peu brutalement, à des formats qui peuvent être du texte, de la narration orale, de passer par l'objet, de passer par une narration linéaire, hein, comme dans le film, une forme d'expérimentation, hein, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent à comment le jeu vidéo pourrait permettre aussi d'être une forme de design spéculatif. Et je dirais qu'au fond, la multiplicité des formats permet aussi d'éclairer des points de vue très, très différents. Le texte est historiquement le plus manifeste, mais même si je lis énormément de romans, d'essais, et je trouve que ça ouvre des imaginaires possibles, je suis aussi intéressé, quand on est sur des thématiques extrêmement concrètes et sur des imaginaires à plus court terme, à la matérialité des objets qui permet non pas de fixer, de se dire mais voilà c'est comme ça que doit être le futur de je ne sais quoi, je sais pas, une organisation publique demain, un véhicule autonome, nos manières de jouer ensemble ou je sais pas, ou d'apprendre à lire. Mais ça permet de mettre l'accent sur ou de créer des formes de débats très précises sur des points, ce que n'a pas forcément le texte, qui peut avoir d'autres vertus par ailleurs. Et du coup, par rapport à ta question, je pense pas qu'il y a de règle générale. C'est plus intéressant de se dire, mais suivant les situations, et auprès de qui, il est intéressant de regarder quelle modalité. Et là, j'ai parlé du conte il y a un instant, c'est des choses qui m'intéressent particulièrement en ce moment, sur la question de l'oralité ou la façon dont, à travers la manière dont les gens racontent des histoires en les ayant juste entendues et jamais lues, ça fait évoluer en fait ces scénarios, ça fait un peu bouger les imaginaires en question, et c'est aussi je trouve une modalité intéressante de construire ensemble en fait des scénarios possibles. Un petit relais de questions dans la salle. Son micro, on répétera. Ouais. Sans micro. Ah oui, vous allez devoir on répétera parler la question. On répétera, on fera le duo, je suis désolé. Bon, alors déjà, merci pour votre intervention. J'arrive alors que je constate que vous avez déjà fait 5 cours. Alors j'espère que ma question ne sera pas trop en décalage. C'était comment, de ce que j'ai compris de votre exposé, c'est comment vous arrivez justement à faire ce travail au sein d'une triade qui serait le design sous un aspect économique qui répond à une demande. Comment le designer peut justement, je dirais, s'exprimer sur le terrain de la création, dans les limites qui lui sont fixées, qui serait plutôt pour moi quelque chose d'un travail de la création. Et puis aussi, par rapport au sujet de la soirée, design with care, qui serait comment justement vous pouvez aussi contribuer dans quelque chose qui pourrait servir à humaniser le monde et qui lui relèverait peut-être plus d'un travail de sensibilité. Et puis juste alors une autre remarque, mais peut-être que j'ai mal compris, à un moment donné vous parlez de normativité comme quelque chose qui tendrait à réduire, alors que au sens de Canguilhem, en fait, ça serait plutôt de la normalisation, le fait de réduire. La normativité, justement, ce serait quelque chose qui partirait de l'instituer pour faire de l'instituant, de la construction de nouvelles normes. C'est-à-dire ce que font les êtres humains, justement, quelque chose qui est aussi un moyen, une ressource et une contrainte, et qui travaillent dessus pour en faire autre chose ensemble. Est-ce que ça rejoint votre pensée ou est-ce que... Le terme de normativité, je l'utilisais en référence au fait que bien souvent dans la manière dont certaines organisations, je pense à des entreprises, vont échafauder des scénarios d'avenir ou les décliner à travers toute une gamme de produits et de services, vont avoir une vision qui peut être normative au sens d'avoir une seule catégorie, une seule manière de voir le monde, de faire,
qui répond à une espèce d'humain, soit moyen, soit moyenné, soit réduit à leur représentation, et qui a peut-être marché économiquement ou socialement pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui interroge. Et du coup, par rapport au début de votre question qui était sur la place du designer et puis la question de la sensibilité, enfin c'est plutôt que les deux sont complètement reliés dans le sens où c'est souvent, alors c'est pour ça que je prenais la phrase de Tsing que j'aime bien, c'est souvent par des formes d'observation, de compréhension d'enjeux du monde qui sont essentiellement subjectifs et liés à la manière, à la construction de soi d'un designer ou d'un groupe de designers, qui a une certaine sensibilité à cette diversité qui ne sera pas trop enfermante, par rapport à ce que je disais au début, et qui pourrait permettre d'imaginer d'autres possibles. Le problème étant que, surtout quand on est une entreprise privée, ça risque de poser des questions sur est-ce que tout ça va être viable économiquement, va servir les besoins de l'organisation en question. Alors du coup, c'est plus facile de travailler sur ces sujets-là pour des collectivités publiques, évidemment. Donc voilà, ça complète un peu la question de l'équilibre entre ces différents paramètres que vous mentionniez. Peut-être juste pour répondre aussi au début sur la partie économique et design et tout ce qui est le design whisker, je vous invite à regarder les cours précédents qui sont en ligne, que vous trouvez facilement. Peut-être juste un petit point, c'est qu'une chose qui est ressortie très fortement quand on a essayé de mettre en lien justement les grands courants du design et les grands courants de la philosophie politique, c'est l'aspect de la négociation permanente en fait avec le capitalisme, puisque le design est né avec mais pas que. Et qu'en permanence ça a été avec mais pas que, avec des contrepoids très très forts du côté du capitalisme, mais aussi des tentatives de tirer vers un humanisme très, très intéressant. Je suis désolé que je n'ai pas de micro, parlez bien fort si vous pouvez, que tout le monde entende. Allez-y vous, s'il vous plaît. C'est amusant parce que j'écoutais ce matin, il y avait je crois que c'était une émission de France Culture qui s'appelle La méthode scientifique, qui était la semaine dernière. Il me semble que c'était la semaine dernière sur la science-fiction, et puis il y avait un des commentaires, enfin une question qu'on posait à, je crois que c'était Norbert Merjanian, et puis Yannick Rumpala, qui est un politologue qui a écrit un livre sur la science-fiction, et qui, c'était la même question, et puis eux, pendant plusieurs minutes, ils discutaient, ah oui, c'est vrai que, en fait, c'est surtout dystopique, c'est surtout plutôt mettre l'accent sur des problèmes. Alors, je pense qu'il y a deux éléments de réponse. Un premier élément de réponse, c'est de se dire, mais pourquoi est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est bien le cas ? Oui, je pense que la majorité des projets, notamment en design spéculatif, sont de l'ordre de mettre l'accent sur des problèmes. Une des raisons, je pense que c'est plus facile d'imaginer des problèmes que des pistes possibles. Une deuxième, c'est qu'il y a aussi un espèce de canon en soi la création de scénarios dystopiques. Maintenant, est-ce que c'est uniquement ça ? Pas forcément. Je pense qu'il y a d'autres... Les gens qui font ces projets-là, quand on les interroge, leur but n'est pas uniquement d'être anxiogène, c'est aussi d'avoir des éléments de réponse et puis de construire des objets qui ont une certaine utilité. Non mais je dis pas... Ouais, je dis juste la manière dont eux le discours qui vont avec ces projets. Maintenant, il y a d'autres studios qui s'y intéressent aussi. Alors, dans le domaine, par exemple, mais je peux pas m'empêcher d'avoir les critiques qui viennent avec des scénarios trop
trop utopique, pardon. Je pense en architecture, il y a tous ces architectes qui font des projets spéculatifs dans lesquels il y a de la verdure quasiment à outrance, on a l'impression qu'il y a une espèce de vision là derrière, de vouloir justement réenchanter une vision de l'architecture, mais quand on regarde le projet et puis quand on connaît le détail de projets de ce genre, quand ils essayent d'être implémentés pratiquement, on voit bien que c'est souvent une certaine naïveté. Ceci étant, et à la fois dans la science-fiction et puis dans le design fiction, le design spéculatif, il y a tout un mouvement qui est en train de monter et que je trouve assez intéressant autour à la fois d'écrire, ça peut être des textes, ça peut être de la bande dessinée, ça peut être des courts-métrages, mais ça peut être aussi des objets de design fiction autour alors le courant s'appelle solarpunk, donc c'est de prendre le contre-pied du cyberpunk, mais en essayant d'imaginer des avenirs plutôt ensoleillés, autant métaphoriques que du fait de la possibilité d'utiliser l'énergie solaire. Et donc là, vous avez des textes en plus hyper intéressants parce qu'ils sont écrits par des Brésiliennes, des Portugais aux États-Unis, des gens de Taïwan. Enfin, c'est assez, c'est pas uniquement occidental et qui essaie à la fois de réinventer des imaginaires en le faisant de manière beaucoup plus intéressante que ce que Neil Stephenson le décrivait dans son texte de Wire, et qui ne sont pas toujours dans l'espèce de poids écrasant de cette difficulté anxiogène et dystopique, et qui peut passer aussi par la création d'objets, par la création de visuels, donc de recréer en fait toute une culture de représentation qui peut être de l'ordre de concepts, de représentations visuelles, parfois même sonores, que je trouve extrêmement stimulant et qui est en train de prendre une certaine ampleur. Évidemment, c'est pas mainstream du tout, tout ça. Mais ça, là, je trouve qu'il y a des choses intéressantes de cet endroit-là. C'est une niche, mais c'est souvent dans les niches qu'il faut aller creuser. Et aller travailler avec les gens dans ce métier qui peut changer le monde, par exemple les ONG, et avoir d'intégrer plus de multidisciplinarité dans la source du design, c'est quelque chose parce que souvent il y a eu des apports, comme on disait, économiques, du monde des écoles de commerce, il y a eu des apports d'ingénieurs, des scientifiques à créer l'objet, la technique, mais c'est vrai que sous forme d'intégration sociale est souvent assez manquante dans le design. Historiquement, dans l'histoire du design, il y a eu des moments de prise en compte justement de la nécessité d'autres perspectives. Déjà, avant de parler de genre dehors, juste les gens à qui on destine ces produits, ces services, ces objets, donc c'était déjà une manière de décloisonner. Maintenant, d'avoir des perspectives interdisciplinaires, il me semble qu'il y a quand même des expériences, je ne parle pas de nous en particulier, mais qui ont lieu, dans le cadre, alors peut-être pour parler justement précisément d'organisations d'ONG, d'organisations internationales. Moi, je suis basé à Genève, dans lequel il y a évidemment beaucoup d'OI et d'ONG, et qui se posent ces questions-là. Superflu, par exemple, ont eu un projet assez intéressant avec le CICR, la Croix-Rouge internationale, dans lequel ils croient justement en design spéculatif, recherche de solutions pour des problématiques que se pose le CICR. Et nous, on est sollicités sur des choses de cet ordre-là. En fait, de notre point de vue et de mon expérience, il y a souvent de l'interdisciplinarité à travers les équipes qui nous sollicitent, dans lequel en général, il n'y a pas juste des gens d'école de commerce ou des ingénieurs, il y a des gens qui viennent du terrain, il y a des gens qui se sont faits un peu par eux-mêmes. Alors, ça dépend évidemment des situations, et ça dépend aussi de la capacité des organisations avec lesquelles on travaille à conceptualiser l'apport de ce genre de démarche. Un des problèmes qu'on a bien souvent, c'est pas forcément la question budgétaire, parce qu'on peut faire des choses pas forcément pour des gros budgets, c'est plutôt le rapport au temps, en fait. Le rapport au temps des organisations publiques et privées avec lesquelles on travaille, qui sont quand même assez majoritairement dans une urgence assez permanente, et dans lequel les moments de réflexion ou d'amener d'autres perspectives ne sont pas toujours très 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 faciles à amener
Alors qu'on essaye de montrer que c'est important. Et le respect, justement, de montrer que ce qui est peut-être encore aujourd'hui futile, anecdotique, va avoir une importance demain, dans un monde où, pour le dire de manière crue, c'est dans un monde où, quand on fait des ateliers sur ces questions, enfin, on a la moitié de la salle qui est sur son ordinateur portable en train de remplir des emails et des tableaux Excel, parce qu'il faut absolument faire ça maintenant pour son supérieur hiérarchique, et que sauver le monde, ce sera pour demain ou après-demain. C'est la vision un peu caricatural, mais tout le monde n'est pas comme ça, donc je ne veux pas non plus être dystopique. Toujours pour rebondir sur votre question, je pense quand même qu'on sent quand même beaucoup un environnement de défiance qui est extrêmement fort, et cette défiance, elle amène plutôt de la critique négative dans la défiance démocratique, médiatique, au design, à l'avenir, etc. Et que c'est assez complexe, effectivement, d'emmener ces organisations à détricoter cette défiance par le côté positif. Ça, c'est la première chose que je voulais ajouter. La deuxième chose, c'est que je suis quand même assez frappé de la pluridisciplinarité qu'intègre aujourd'hui le design, qui est depuis 5 ou 6 ans quelque chose, j'espère qu'ici on en est quand même une des images, mais elle a intégré la philosophie, l'anthropologie, des ONG, on le fait quand même au quotidien dans beaucoup de projets, heureusement, et notamment sous l'angle d'une part, j'allais dire un peu en hauteur de l'éthique, et d'autre part un peu sur le terrain de la pratique, c'est la pratique de ce qu'on peut faire. Je pense que le designer a un peu mis son mouchoir sur le fait qu'il allait sauver le monde, c'est déjà pas mal. C'est dommage, non, je ne crois pas. C'est très pragmatique, c'est l'utopique pragmatique. Il y a une question là derrière. Oui, je voulais savoir quels moyens mettre en place pour capter et récolter les réactions des publics qui sont confrontés au projet de design fiction, dans la perspective d'échafauder cette fois des réponses par un designer, mais qui soient cette fois construites sur la base de retour de ces publics-là, et non plus seulement en chambre par des designers et leur subjectivité, leur activité. Donc la question, elle rebondit un peu sur le comment de production de ces scénarios et de leur usage. Déjà, je pense que le fait de travailler en chambre, c'est une chose, mais il y a tout un travail préalable qui peut constituer des formes d'observation, d'ateliers participatifs, d'aller au contact de gens qui n'étaient pas du tout les personnes les plus... dans la cible, ou en tout cas de l'intérêt des gens avec qui on travaille, pour déjà tenir compte de cette perspective avant. Mais il me semble que la question de l'après, elle est fondamentale, parce que souvent, dans les projets de design spéculatif ou de design fiction, il y a une espèce de survalorisation des objets qui sont créés, et qui, de mon point de vue, qui oublie le fait qu'en fait c'est juste une étape intermédiaire qui cristallise, qui matérialise des scénarios en vue de justement créer des formes de mise en débat et de participation. Alors là, il y a plusieurs modalités qui, je reviendrai sur les considérations pratiques pour les mettre en place, mais ce qui se fait extrêmement souvent chez des clients, ça va être ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire des focus groups, c'est-à-dire ils ont un panel de soit de leurs utilisateurs finaux, leurs consommateurs, leurs clients ou des citoyens qui vient à leur réunion régulièrement pour tester des produits, et puis là on fait finalement la même chose avec des scénarios qui sont déclinés sous la forme d'objets et de production. C'est une manière de voir les choses, une manière qui serait à l'opposé et qui serait d'essayer de démocratiser le plus possible, c'est de trouver des modalités à la fois de diffusion le plus largement possible et de mise en débat. Alors c'est là où c'est difficile, parce qu'on ne peut pas non plus être présent partout, mais quand par exemple on essaye de distribuer avec un journal ou de créer des événements en partenariat avec des organisations qui n'ont rien à voir avec le client, mais qui sont totalement, qui vont toucher des publics totalement différents, c'est déjà une manière de questionner des publics qui seront autres. Maintenant, tout ça nécessite un certain temps, des moyens, et qui fait que c'est pas toujours possible. L'idée, par exemple,
co-construire les scénarios avec des gens et puis ensuite les faire réagir ces personnes-là ou d'autres ou leurs proches, ça se fait également beaucoup. Il y a eu tout un moment aussi où en se disant mais en fait on met ça sur internet et puis il y a des gens qui vont réagir. C'était un espoir, mais globalement ce qu'on a vu c'était que c'est toujours un petit échantillon de personnes qui va être concerné. Donc il y a autant de possibilités que de médias qui sont convoqués, qu'il s'agisse du web, du papier, etc., etc. Moi, je trouve que c'est la partie la plus difficile et pour laquelle il n'y a pas vraiment de réponse satisfaisante. Dans le sens où quand on travaille, là c'est les enjeux concrets, quand on travaille avec un client, qu'il soit public ou privé, tout ça est défini par un contexte et un budget qui limite beaucoup les choses. Et déjà d'arriver à faire comprendre aux gens avec qui on travaille que c'est pas une fin en soi que de produire ce scénario et qu'il va falloir, par exemple, organiser un événement, s'adresser à un événement existant, à une association, à un groupe de consommateurs ou de citoyens pour mettre en débat, c'est déjà une victoire phénoménale par rapport à des gens qui disent ok, vous nous rendez le rapport dans 2 mois, s'il vous plaît, pas plus de 15 pages, parce que de toute façon on n'a pas le temps de lire, et qu'il y ait des éléments visuels. Je caricature, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est déjà arrivé. Et déjà d'arriver à produire des choses qui soient pas de l'ordre, nous, de l'anticipation, de se dire c'est un machin qui va rester sur un disque dur, un PDF ou un rapport sur une étagère, c'est déjà génial. Donc c'est pour ça que les projets, quand on avait travaillé avec le musée du football à Manchester, et puis on a fait une collaboration avec le Manchester Evening, et puis c'était tiré à 100 000 exemplaires, on se disait mais c'est déjà tellement mieux que ce qu'on a pu faire avant, et en même temps on peut se dire mais qui est-ce qui va le lire, est-ce que tous les gens qui lisent ce genre de choses sont juste les personnes concernées. Donc il y a un équilibre à trouver entre les intentions louables et puis la possibilité de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut faire financer par les clients avec lesquels on travaille, parce que on fait beaucoup de projets aussi autofinancés, mais c'est pas toujours facile de faire des choses les plus louables et plurielles et démocratiques qui soient avec des bouts de ficelle. Je sais pas si toi ouais. Rémi. Ouais, moi j'ai pas si vous m'entendez derrière, mais j'ai une question à vous poser. Quelle est votre perspective sur Gilbert Plant, un des co-inventeurs du terme design d'interaction, avait dit en fait dans le design, il y a deux grandes pratiques, c'est la carte et le chemin. La carte et le chemin, dans le travail sur la carte, on va donner à l'utilisateur les moyens d'être autonome et de trouver ses réponses dans une problématique, et le chemin, c'est une façon beaucoup plus guidée. C'est un propos qui avait été repris par Umberto Eco dans un fameux article en 1996 où il comparait Apple et Microsoft, et puis les protestants et les catholiques, en disant Apple est catholique et c'est la musique du chemin, et Microsoft c'est plutôt protestant et c'est la musique de la carte. Aujourd'hui, dans ce qu'on voit ici, on est essentiellement, et c'est peut-être un biais du designer, dans la question du chemin, mais dans des narrations. Les structures narratives sont très connues, en fait, Propp, Campbell, ils ont tous théorisé les structures narratives, il y a toujours un ennemi, il y a des adjuvants, enfin toute la théorie de la narration elle est connue, on a raconté l'ADN des narrations. Elles ont un immense défaut, c'est qu'elles nous emmènent dans une structure dont on devient finalement assez passif, on écoute et la narration nous ramène à commenter. Finalement, qu'on fasse une narration ou une autre, elle laisse celui qui est là en spectateur et il va commenter à la marge. Or, il y a des méthodes alternatives qui, moi, me fascinent assez pour la question des spéculations, qui sont par exemple les cartographies de controverses, comme Latour en fait, où il dit, là pour le coup, il est plutôt sur la carte, c'est-à-dire, moi j'ai pas la réponse, mais je cartographie quelque chose, cette carte, elle s'inscrit dans le temps, donc quand il veut cartographier la tension entre les Palestiniens et les Israéliens, par exemple, il va montrer comment dans le temps, la controverse change. Et donc non seulement il cartographie, mais il met en mouvement, et cette cartographie plus le mouvement déverrouille plein de choses. Elle devient un objet intermédiaire, éventuellement même génératif, qui permet alors à chacun de se saisir de scénarios plutôt pluriels qu'un seul sur lequel on se retrouve confronté à commenter, et qui soit exposé
dans un musée, dans un journal ou ailleurs, ça reste un format qui est très connu, celui de la narration, qui ne provoque rien finalement. Et donc, je voulais votre avis sur pourquoi dans ces travaux-là, on ne se saisit pas encore assez de l'un des deux chemins que pourtant Verplanck avait qualifié. J'avais discuté de ça avec Anthony Dune, justement, au collège une fois, pour qu'on prépare une collaboration. Et puis après, à Lift, il avait présenté une carte de scénario. Avant, il ne le faisait pas. Alors, je ne prétends pas que c'est parce que j'en avais parlé, mais il m'avait dit, c'est vrai qu'on ne le fait pas et qu'on devrait le faire. Il l'a fait beaucoup plus par la suite, mais je trouve que ce n'est pas un matériau que le design spéculatif exploite. Et j'aimerais comprendre pourquoi on n'y est pas allé. Moi, ce que ça m'évoque, ce genre d'enjeu, c'est qu'il y a... Enfin, pour le dire autrement, il y a toute une école de conception, de théorisation sur comment on se projette demain, qui est la prospective, qui historiquement, et puis pas très loin d'ici, s'est posé ces questions, et qui, quand on lit les textes sur la conjecture, genre de Jouvenel ou des gens comme Gaston Berger, vous explique qu'il n'y a pas qu'un scénario, quoi. Il faut une multiplicité de scénarios, et donc il y a des analyses qui sont faites de différentes manières à produire des sortes de cartographies d'espaces possibles. Et en général, quand on fait de la prospective, on crée souvent des scénarios multiples. Il y a parfois le scénario positif, le négatif, et puis le bizarroïde ou l'intermédiaire, ou de créer des espèces de matrices dans lesquelles il y a tels enjeux qu'on oppose sur l'axe des abscisses, et puis tels autres enjeux sur l'axe des ordonnées, puis on a quatre matrices possibles. Enfin, ça, c'est la vision de consultant un peu classique. Et ce qui m'amuse dans justement la façon dont les designers sont souvent réappropriés ces enjeux de prospective, c'est qu'ils ont un peu laissé ça de côté, et que parfois, pour des raisons propres à eux-mêmes, par rapport aux clients avec qui ils travaillent, par rapport aussi à une méconnaissance de ces démarches, propose qu'une espèce de scénario unique. Alors, il ne faut pas juste accuser les designers là-dessus. Vous prenez les travaux de prospective économique de différentes fondations que je n'aimerais pas à Paris. On a l'impression qu'il n'y a qu'un seul scénario qui est possible. Ils tombent dans le même piège également. Alors que, et ça, je pense que on l'a quand même dans pas mal de projets de design spéculatif, de gens qui se disent, mais au lieu de donner un scénario unique, on va montrer des pluralités de possibles en trouvant des formes qui montrent une certaine diversité. Alors ça va pas être une carte présentée avec un axe ou une carte de controverse, type ce qu'a fait des gens comme Bruno Latour, mais c'est de montrer, mettons, plusieurs objets, plusieurs films qui vont montrer pour un même problème l'éventail de possibles, et qui sont intéressants par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de pas trop refermer les choses, parce que sinon il y a un côté essentiellement prescriptif, de dire par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le côté extrêmement dystopique, on a l'impression qu'il n'y a qu'une voie possible, qui est très rose, enjolivée, technique, à la Wired que je disais tout à l'heure, et puis d'un autre côté dans des formes de design spéculatif qui sont un peu plombantes, et donc, ça peut être une limite à beaucoup des projets que j'ai montrés, mais en tout cas une pratique de certains designers dans des projets de design fiction qui consiste à montrer qu'il ne faut pas opposer juste il y a l'utopique et le dystopique, mais il y a, d'un point de vue qualitatif, toute une gamme, tout un répertoire suivant toutes sortes d'axes qui dépendent des situations, de trouver des formes possibles, de les mettre en scène, et de s'en servir pour montrer qu'il n'y a pas juste des binarités dans ce monde. Peut-être aussi pour compléter cette réponse, je pense qu'entre la carte et le chemin, il y a aussi cette idée de négociation qui revient. Parce que finalement, dans la carte, on va arriver à ouvrir des scénarios peut-être où les gens vont pouvoir s'investir personnellement dans la façon dont ils vivent ces scénarios, alors que dans le chemin, on va les aider plutôt on va faciliter le choix, parce qu'on va décomplexifier quelque chose qui peut paraître un petit peu vertigineux dans la carte. Et je pense que dans les travaux qu'on essaye de faire, on essaye de trouver cet équilibre qui dépend aussi de la personne à laquelle on s'adresse. C'est qu'il y a des univers dans lesquels partir sur de la cartographie
notamment des cartographies véridictoires sur des vocabulaires, des choses comme ça, ce qu'on a pu faire avec un outil qu'on appelle le carte magique. C'est très bien pour le départ et hyper angoissant pour la suite, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une attente après de dire comment je vais m'approprier tout ça. Le besoin de liberté première, il fait vite place à un besoin de sécurisation du projet, et je pense que c'est cet équilibre, enfin j'aurais pas pris parti sur l'un ou l'autre, mais j'aurais plutôt essayé de dire quel équilibre on essaye de trouver entre ces deux méthodes. Oui. Moi j'ai une petite question, il y a un thème que vous n'avez pas utilisé, mais peut-être la récente, qui est un peu tarte à la crème, le Human Centered Design. Et sur c'est un centre humain, on a accès en faisant des bruits, sur le sujet du réchauffement climatique, un peu que vous avez adressé, comment le designer peut penser partir de l'humain, avec son empathie, sa compréhension des problèmes, pour trouver des solutions, alors qu'on sait que c'est l'humain qui est la cause du problème. Alors ça, si j'avais la solution, je ne sais pas si je serais ici. Bah, en fait, alors, sinon, est-ce que c'est pas aller au-delà de l'humain ou des choses comme ça? Ouais, alors, voilà, j'allais rebondir là-dessus. Bon, juste une petite généalogie, enfin, c'est ce terme Human Centered Design qui était proposé notamment par des agences comme IDEO. C'est une espèce de réinvention, renouvellement d'un terme. On parlait avant de design, une conception centrée utilisateur, puis après on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas juste des utilisateurs, on recevait des dispositifs pour lesquels on ne l'est pas, mais on l'est, mais on n'est pas conscient. Donc il y a ce terme de design centré sur les humains qui est apparu, et puis ensuite on s'est rendu compte que que si on passait beaucoup de temps avec des humains qui adoraient, je sais pas, faire du 4x4 dans les montagnes et dans la ville, ce serait super, mais bon, leur besoin, il est peut-être problématique pour le reste de l'humanité. Et aujourd'hui, dans l'évolution, il y a ce terme de more than human, c'est-à-dire comment, en tant que... Et ça renvoie à des considérations anthropologiques, c'est-à-dire comment dans les démarches d'intervention, alors ça peut être du design comme ça peut être la création de politiques publiques, il s'agit de faire attention à pas uniquement les humains, et ensuite l'humain standard qui est l'occidental, blanc, riche et compagnie, mais aussi d'autres sociétés humaines, non humaines. Et alors ça évidemment, c'est une dimension qui est extrêmement stimulante intellectuellement, mais qui, pratiquement quand on est une agence de design, je sais pas si ça vous arrive de travailler sur ces questions, c'est pas forcément évident dans le contexte pragmatique de dire mais comment est-ce qu'on fait les choses. Ceci étant, il y a de plus en plus justement de laboratoires de recherche ou d'écoles de design qui se posent ces questions. J'ai en tête en Nouvelle-Zélande, à Victoria University, il y a un laboratoire qui se pose ces questions justement du design, qui essaie de dépasser la question des humains et trouver des formes de coévolution et de coexistence avec, par exemple, les animaux ou l'environnement. La personne qui s'occupe du labo, elle s'appelle Anne Galloway, G-A-2-L-O-W-A-Y, et qui est intéressant, mais c'est comment le dire, pratiquement, c'est que comment on fait ça, quoi, parce que c'est évidemment, c'est plus simple de se dire, bon, on fait du design centré utilisateur, on met des gens devant des ordi, on regarde ce qu'ils font, et puis ensuite on va designer un site web, que je sais pas, de se dire, mais on va repenser la ville de demain en fonction de toutes les espèces qui y vivent, humains et non humains. Et où est-ce qu'on s'arrête et par où on commence, mais ça ne veut pas dire que c'est pas inintéressant, et je pense que de ce point de vue-là, les architectes et les urbanistes ont fait beaucoup. Je pense par exemple à si je prends un livre moi qui m'a beaucoup stimulé, ou plusieurs livres de Jan Gehl, G-E-H-L, qui est un urbaniste, je ne sais plus s'il est danois ou suédois, qui travaille sur la question de la ville et en gros du design d'urbanité, qui tient compte justement de cette dimension très écosystémique dans laquelle on ne réfléchit pas juste à une bagnole et une rue, mais on réfléchit à tout l'enjeu, et ça va de penser les arbres, leur influence sur les oiseaux, sur la lumière, sur les piétons. Alors, c'est là où justement les urbanistes, notamment les urbanistes scandinaves, sont plutôt beaux sur ces questions, c'est d'arriver à intégrer cette dimension assez systémique, qui ne soit pas juste d'un seul acteur, mais d'un système.
Mais le designer se prend quand même souvent cet étendard de systémique, de Ouais. pensée. Parce que toute cette pensée-là aussi, elle s'aimait, est présente dans le design de plus en plus. Et puis c'est aussi présent chez les ingénieurs, c'était présent historiquement dans la théorie des systèmes. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ça bien? Alors, je pense pas qu'il y ait de formule magique là. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant à voir sur cette scission entre est-ce qu'on est centré humain ou pas. C'est les travaux qui me semblent assez intéressants sur qu'est-ce que c'est que la sauvagerie aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire le lien qu'on a à cette sauvagerie qui est de dire voilà, nous on est humains et donc on n'est pas. Il faut qu'on voit comment on intègre ça. Et des travaux très intéressants qui montrent notamment que je me souviens plus son nom, je crois que c'est Morizet, qui a étudié notamment les mésanges et les loups en Europe. Et par exemple, les mésanges se sont rendus compte que les mégots de cigarettes étaient extrêmement bons pour pas avoir de parasites sur les œufs. Donc elles vont les chercher pour les mettre dans leur nid. Où il s'est aperçu que les loups à la frontière transalpine, qui sont des animaux qui ont besoin de faire 40 km par jour parce que ça fait partie de leur façon de vivre le monde, oui, ils empruntent les chemins, oui. Parce que ça va plus vite. Et je trouve ça intéressant dans l'imaginaire que ça pousse aussi, de ne pas vouloir forcément centrer humain dans tout ce que ça peut avoir, dans tout ce que ça laisse d'ancien monde, dans la façon de penser les systèmes. Pour compléter, il y a un cadre juridique qui est intéressant aussi, le travail d'Armand Actuel sur les entreprises à mission. Qui n'est pas passé au Sénat d'ailleurs. Hein. Qui est encore en discussion, non? Ce chapitre a été rejeté pour l'instant, mais le principe étant d'inscrire dans le statut de l'entreprise une mission qui transcende l'aspect capitalistique. Et donc l'intérêt social, mais plus largement la planète. Ça a démarré d'ailleurs plutôt aux États-Unis avec les Flexible Books Corporation. Une dernière question? Bon, super.